vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta, D'une semaine, une Liga peut se relancer. Vous êtes dans Esprit Madridista, le podcast qui peut encore rêver de la Liga 2020-2021. Qui l'aurait cru, justement, donc il y a de cela même quelques semaines en écoutant ce podcast, après les différentes déconvenues qu'on a reconnues sur le mois de janvier. Et voilà, maintenant, après le match du Real cette semaine, le Real revient plus qu'à 3 points du leader, l'Atlético, juste avant d'affronter l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Et voilà, pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai Johan. Salut Johan. Salut Gilles, salut Jérémy, salut Nicolas. Et salut tout le monde. Et salut tout le monde, bien évidemment. Johan, tu vas te préparer à prendre ma place, hein, la saison prochaine peut-être. Attendons seulement. Petit à petit, on va voir. Comme j'ai dit, les matchs, faut les prendre les uns après les autres et puis on verra ce qui peut se passer. Parti d'eau. Et aussi avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut Johan, salut Nicolas. Et oui, c'est pourquoi salut Nicolas, parce que aujourd'hui, invité exceptionnel pour préparer le match de mercredi en Ligue des Champions, puisqu'on a Nicolas du compte Twitter Atalanta FR qui est avec nous et qui va nous accompagner tout au long de cet épisode pour parler justement de la rencontre. Salut Nicolas. Salut à tous, je suis très content de participer à ce podcast. Ah ben voilà, plaisir partagé. Et on remercie également Jérémy d'avoir pu organiser donc ce rendez-vous et qui sera très intéressant pour nous en tant que supporters du Real de connaître mieux l'adversaire qu'on va affronter dans quelques jours en Ligue des Champions, et aussi pour parler de football italien. Je sais que Johan est un grand fan de foot italien et un grand fan de l'Atalanta via Football Manager, donc ce sera le temps de poser quelques questions sur cette équipe vraiment qui fait du bien depuis maintenant quelques saisons sur la scène européenne. Impeccable. Mais là du coup, non, c'est vrai que là le Real, comme je le disais dans mon intro, est donc revenu dans la course au titre, et une course au titre qui franchement, on le disait l'année dernière, qui n'était pas terrible, et là encore j'ai l'impression qu'en 2021 les équipes espagnoles font encore pire que l'année précédente, et le Real se retrouve maintenant à 3 points du leader de l'Atlético avec un match en plus. Mais les cartes sont rebattues suite notamment aux déconvenues de l'Atlético. C'était ce week-end contre Levante, c'est ça ? Exactement. Et voilà, le Real qui s'est imposé contre Valladolid à Valladolid 1-0. Jérémy, un avis là sur cette rencontre et sur comment ça s'est passé ? Tout d'abord, d'un point de vue général, c'est clairement la très bonne opération pour le Real Madrid parce que l'Atlético a perdu, le Barça a fait match nul et le Real Madrid revient du coup provisoirement à 3 points de l'Atlético avant une confrontation directe contre les Colchoneros le 7 mars. Donc là, le Real est parfaitement positionné, a su rattraper son retard et a géré ses nombreuses absences. C'est une victoire à l'arraché, certes, mais c'est une victoire qui est essentielle, notamment pour préparer ce futur match contre l'Atalanta. Donc là, tous les feux, on va dire, sont au vert compte tenu des résultats, parce que le Real est sur 4 victoires consécutives, dont 3 clean sheets. Mais après, on parlera peut-être plus tard des blessés, mais d'un point de vue général, c'est une très bonne opération du Real Madrid, notamment au sein de ce match-là, le Real Madrid a montré un sens du collectif, une abnégation collective qui pourra servir notamment en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Ah, mais ça pourrait servir en Ligue des Champions. Bon, on verra que par la suite, en demandant un petit peu comment évolue cette équipe, cette formation de l'Atalanta à Nicolas. Mais franchement, Johan, là, on dit que les signaux sont positifs, les signaux sont au vert avant de commencer la Ligue des Champions. Monsieur le procureur, dites-nous maintenant, là, quand on voit la prestation du Real, qu'on voit que c'est Casemiro encore qui a marqué, qui était le meilleur buteur sur le terrain au moment de commencer la rencontre.
c'est toujours aussi poussif, mais Zidane prend des points et Zidane toujours est en train de te faire manger ton chapeau. Non, bah après, moi, comme j'ai toujours dit, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on a à faire, c'est de jouer les matchs, comme je l'ai dit précédemment, les uns après les autres, prendre le plus de points possible, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Atlético Madrid a un voire deux matchs de retard sur nous. Je crois que c'est un match de retard. Un seul, ouais. Un match, oui. Il faut quand même rester, conscient que ça peut être difficile quand même de gagner le championnat. Après, voilà, on a aussi un match d'avant sur le Barça qui reste quand même derrière nous. Donc, c'est bien. Actuellement, on est dans une bonne spirale, même si c'est vrai qu'au niveau du jeu, bon, après, voilà, au niveau du jeu, c'est pas nouveau, hein. Il y a rien qui est bien fameux. Mais voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure, c'est l'esprit collectif qu'il y a, justement, la solidité collective qu'il y a, le fait qu'il y a un bloc équipe qui devient de plus en plus compact. Je pense que ça, c'est intéressant. Et puis, voilà, on a eu cette chance justement que Casemiro ouvre le score sur coup de pied arrêté. Donc, ouais, on va dire c'est des signaux qui sont positifs, parce qu'honnêtement, avec des défaites, ça aurait été compliqué, ou avec des matchs nuls, ça aurait été compliqué, au moins même pour la dynamique de l'équipe. Et justement, je pense que à travers les 4 derniers matchs que l'on a joués, les 4 dernières victoires qu'on a eues, on a préparé, je pense d'une manière assez positive le prochain match face à l'Atalanta qui est une autre compétition, hein. C'est la Ligue des Champions, c'est l'ADN du Real. On sait qu'on est très attendu justement par rapport à cette compétition, même si on n'est pas vraiment favori, voire pas du tout. Mais voilà, je pense que là, les 4 derniers matchs que l'on a joués, même si le contenu n'était pas extraordinaire, c'est positif justement en vue du match face à Bergame. Et justement, Nicolas, quand tu regardes, avant qu'on revienne un peu sur le Real Madrid et sur la course au titre, le regard que toi tu as eu justement sur ce Real au moment du tirage au mois de décembre, et aussi sur la dynamique des derniers matchs, qu'est-ce que t'en penses, et qu'est-ce que ça te dit comme indication sur le Real que tu vas voir ce mercredi en Champions League, sans avoir un avis de spécialiste, hein, c'est vraiment un ressenti. Au moment du tirage, je me suis dit que c'était l'un des pires tirages possibles, justement, avec cette deuxième place acquise en phase de poule. Il y allait forcément avoir un adversaire de taille en face. Donc c'est tombé sur le Real finalement. Donc même si c'est pas la meilleure saison de l'histoire du Real Madrid et que il y a beaucoup d'absents, ça reste un adversaire de taille. Pour moi, ça reste un candidat pour aller en demi-finale au moins, avec l'expérience de tous les joueurs, notamment au milieu de terrain, avec Modric, Kroos et Casemiro. Pour moi, c'est le point fort de cette équipe, et ces derniers matchs l'ont prouvé. Casemiro, Kroos, ils marquent souvent, j'ai vu. Donc la série de victoires là, en ce moment, elle est pas mal pour Elle est pas mal, ouais. le Real, je trouve. 3 ou 4 victoires d'affilée, il me semble. Donc ça reste bien avant d'affronter l'Atalanta, qui est aussi sur une dynamique positive. Oui, bonne série, hein, de l'Atalanta. Je te laisse garder un petit peu la parole avant qu'on reparte sur le Real, où l'Atalanta reste sur une bonne dynamique. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette défaite contre la Lazio, et qu'il a une Lazio qui quand même a été sur une série qui était assez intéressante en début d'année 2021, mais après voilà, donc il y a eu des belles victoires, hein, qu'on a pu voir sur le mois de janvier contre le Milan, très 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 impressionnante, et la toute dernière contre Naples 4-2. Là, vous êtes dans quelle dynamique, dans quel état d'esprit justement, donc au moment d'aborder ce huitième de finale, parce que c'est vrai qu'il y a du respect, on le sent, hein, et c'est même trop d'honneur qu'on nous fait pour le Real Madrid. Mais aujourd'hui, vous sentez comment justement, donc en tant que supporter, face à ce Real-là, et quand on connaît l'état de forme de vos joueurs et la dynamique du championnat? Pour moi, l'Atalanta a un coup à jouer. Elle part pas du tout favorite pour ce match, à mon avis, même s'il y a plein d'absents du côté du Real.
Il y a des joueurs qui sont à la fois inexpérimentés vu qu'ils n'ont jamais côtoyé le haut niveau, les grands clubs pour la plupart, mais ils sont aussi expérimentés d'un point de vue de la Ligue des Champions. L'année dernière, ils ont été en quart de finale, ils ont perdu de peu face au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, s'il y a un match nul, ce sera un bon résultat pour le Real Madrid. Mais après, pour moi, le Real reste au-dessus, notamment après toute cette série de victoires et bien sûr leur expérience dans cette compétition. Nicolas, je voulais te demander, tu penses pas faire preuve d'un petit peu trop de modestie par rapport à ça? Parce qu'on voit vraiment, parce qu'honnêtement, quand je vois ce que l'Atalanta propose depuis maintenant 2-3 ans, il y a eu cette épopée en Ligue des Champions justement où vous êtes monté en puissance, parce que je me souviens que le premier tour, les 3 premiers matchs du premier tour étaient assez désastreux, et voilà, vous êtes monté en puissance l'année dernière, et ça s'est joué de peu face au PSG, et que cette année, honnêtement, moi qui suis assidûment l'Ajax Amsterdam, je voyais l'Ajax passer devant vous, ça pour être clair. Donc vous êtes quand même passé devant l'Ajax Amsterdam. Tu penses pas que justement il y a un coup à jouer justement vis-à-vis du Real Madrid, même si on sait que voilà, le Real a cette expérience-là l'expérience ça ne s'achète pas. Mais tu ne penses pas qu'il y a cette possibilité de pouvoir faire un coup, du moins du côté de Bergame? Je pense que oui, il y a un coup à jouer quand même parce que l'Atalanta a tendance à bien jouer contre les équipes supposées plus fortes qu'elle, notamment en championnat face au Milan, face au Napoli, même face à l'Inter ou la Juve. Ils ont tendance à prendre des points et ont parfois tendance même à gagner, même si elle a du mal face aux équipes supposées moins fortes. Par exemple face au Torino où elle a fait match nul, face à Cagliari où elle a quand même bien galéré pendant 80 bonnes minutes avant de marquer un but libérateur. Mais c'est vrai que face aux équipes supposées plus fortes, elle a tendance à se surpasser, notamment au match retour face à Liverpool où l'Atalanta, j'ai trouvé qu'elle a fait son meilleur match de la saison face à Liverpool en gagnant 2-0 après s'être ramassé 5 buts au match aller. Donc oui, il y a un coup à jouer. L'Atalanta a tendance à se surpasser face à une équipe favorite et donc c'est pour ça que pour moi le match aller va être plus tendu pour le Real Madrid que le match retour où normalement pour moi le Real est favori sur sa double confrontation. Là je vais donner la parole à Jérémy parce que là Nicolas il nous dit oui le Real va peut-être passer à la longue, mais regardez une équipe qui gagne à Anfield, une équipe qui gagne au Johan Cruyff Arena en Ligue des Champions, qui gagne à San Siro, qui voilà donc a eu des performances comme tu as dit quoi avec face à de grosses équipes et des gros cylindrés et qui justement donc est toujours sur une bonne lancée là sur cette saison. Là, Jérémy, concrètement, quand on voit justement donc nous ce que nous on vit chaque semaine quand on fait les podcasts avec ce Real, est-ce que en Italie, en plus c'est vrai qu'on n'a pas forcément une bonne un bon ratio du côté de la Lombardie, puisque quand on va là-bas, on a du mal à gagner, pour ne pas dire pas gagner du tout. Est-ce que ça risque de continuer en allant à Bergame, selon toi? Bah, tout d'abord, je voudrais souligner ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, comme quoi c'est assez marrant dans le sens où lui, il préférait, pas qu'il préférait, mais pour lui, le résultat nul, ce serait un bon résultat pour l'Atalanta. Mais du point de vue des supporters madrilènes, actuellement, compte tenu des nombreuses absences et de la physionomie des différents derniers matchs du Real Madrid, un résultat nul, justement, arrangerait le Real Madrid, notamment pour le match aller. Parce que pour le match retour, le Real récupérait de nombreux blessés et pourrait normalement, sauf après une grosse performance de l'Atalanta, pouvoir passer pour les quarts de finale. Donc justement, de son point de vue, lui, c'est du point de vue des supporters de l'Atalanta, un match nul, forcément, contre le Real Madrid, c'est un bon résultat, mais c'est également aussi cette tendance qui se dégage aussi du côté des supporters madrilènes, bien qu'on aimerait la victoire. Mais c'est par rapport à ce qu'on voit et que le Real se déplace qu'avec 12 joueurs de l'équipe première, un résultat nul en Lombardie serait un bon résultat, justement. Et je pense que certes, après, le Real a toujours eu du mal un peu en Lombardie, mais après, il ne faut pas non plus trop penser au niveau des statistiques, parce que des fois, elles peuvent être déjouées.
mais je pense que ça risque quand même d'être difficile là-bas. On connaît les forces de l'Atalanta justement et on connaît notamment les faiblesses du Real Madrid qui risquent d'être parfaitement exploitées par les joueurs de l'Atalanta. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que si le Real est un peu sérieux et fait à preuve d'abnégation comme on a vu ce week-end, il y a possibilité d'arracher pourquoi pas au moins un résultat nul en Lombardie pour espérer terminer la qualification au retour au stade Di Stefano. Ah, mais en tout cas, on a l'impression que là, on joue à la patate chaude, hein, on se rejette. Ouais, voilà, donc la victoire, non, c'est toi, plutôt non, c'est moi. Non. Je pense que on va revenir hein, quand même sur les forces et les faiblesses de part et d'autre. Nicolas, là par exemple, avec quelle force vous allez vous présenter du côté de Madrid, surtout que c'est le type d'équipe dont l'Atalanta aime bien jouer hein, justement. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est avec quelle force et quelle conviction vous allez vous présenter face à ce Real, tu penses? Je pense que l'Atalanta va chercher à jouer son jeu, c'est-à-dire un jeu très offensif, notamment sur les ailes, avec deux pistons qui ne s'arrêtent jamais d'aller vers l'avant, quasiment qui défendent presque jamais même. Donc c'est vraiment deux armes offensives très intéressantes du côté de l'Atalanta. Et puis évidemment, à voir qui jouera entre Zapata et Muriel, les deux numéros 9 de l'Atalanta. Mm-hmm. Mais ce sont deux profils différents sur lesquels l'Atalanta s'appuie beaucoup lors des phases offensives. Évidemment, Zapata dos au but, c'est vraiment une valeur sûre. Muriel, c'est par sa vitesse qui fait la différence. Et puis avoir aussi Ilicic, qui avait marqué un quadruplé l'année dernière contre Valence, qui là va peut-être jouer vu qu'il n'a pas joué ce week-end contre le Napoli. Donc pourquoi pas. Ce sera de toute façon un match très ouvert, je pense. L'Atalanta ira affronter le Real Madrid avec des certitudes, notamment offensives, mais c'est peut-être derrière où parfois il y a des errances. Et à mon avis, l'Atalanta cherchera à marquer des buts plutôt qu'à en prendre. Oui, clairement, et ça va être dans la lignée de ce que propose l'entraîneur Gasperini. Johan, par rapport à ça, nous, on se place comme une équipe qui est devenue un peu plus solide sur ce mois de février, face à cette attaque de l'Atalanta qui voudra aller de l'avant. Mais par contre, devant, on aura de sacrés problèmes. Et ça, je pense que ça devient assez récurrent et ce sera encore plus criant avec l'absence de Karim Benzema. Franchement, est-ce que c'est possible, justement avec notre animation de jeu que nous allons avoir dans quelques jours, de pouvoir bousculer cette équipe de l'Atalanta qui peut-être aura des errements défensifs, mais sur lesquels on ne pourra pas suffisamment les exploiter puisque cette saison, on a vu que sans Benzema, c'est compliqué. Ah, c'est plus que compliqué, ouais. Après, voilà, moi je crois justement au fait que voilà, c'est un match qui peut permettre également je dirais pas de chambouler la hiérarchie, mais qui peut permettre justement à des gens comme Mariano de pouvoir donner encore faire preuve d'orgueil en montrant à Zidane qu'il ne fait pas la meilleure qui prend pas la meilleure des décisions en ne le faisant pas du tout jouer. Je pense que ça peut être une aubaine pour Mariano Diaz pour montrer justement qu'il peut être l'attaquant numéro 2 sur lequel Zidane peut compter. Maintenant, Mariano Diaz, le connaissant, je sais que c'est quelqu'un qui mentalement est très fort. Moi, honnêtement, j'ai vraiment pas de soucis par rapport à ça. Je sens que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, se donne à 200%. Maintenant, voilà, on a des joueurs un peu plus, on va dire, dans lequel moi, personnellement, j'ai un peu plus de doutes, comme, oui, ça va vous paraître bizarre de l'entendre, mais Vinicius Junior. Je pense que ça va être... je suis assez dubitatif en ce moment sur cet individu qui alterne le moins bon et le moins bon. Donc, et le très mauvais, non, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire que ça va être la grosse interrogation. Ça va être la grosse interrogation. Asensio, honnêtement, j'attends rien de spécial de lui parce que justement, on a vu que il est très 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 diminué. Son niveau a très diminué depuis son enchaînement de blessures. Donc, honnêtement, c'est vraiment le point d'interrogation du point de vue offensif. Mais il y a possibilité, je pense quand même que
voilà, on va se créer des occasions, ça j'en suis sûr, parce que c'est clair que niveau défensif, l'Atalanta met beaucoup de buts, mais elle en encaisse aussi pas mal. Donc je pense que ça peut être une aubaine pour nous à ce niveau-là. J'ai foi en ce que notre ami Vinicius et notre ami Mariano puissent poser quelques problèmes à la défense centrale avec Romero notamment au Gym City. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un point d'interrogation. Mais parce que moi, je posais la question à Jérémy, parce que après il y a cette notion de comment ils appellent ça, gegenpressing, c'est un peu toutes ces comment dire, ces expressions à la mode, gegenpressing, etc. Ces concepts, ouais, on va appeler ça comme ça. À la mode, là, ouais. Ouais, mais justement, mais qui après sur le terrain ont toujours apporté quelque chose, surtout quand on voit le style de jeu du Real. On aime bien jouer dans les pieds, on a du mal à exploiter la profondeur avec nos courses. On va dire que c'est comme si on allait rentrer dans un piège dans lequel le Real peut tomber assez facilement. C'est vrai que l'Atalanta peut-être a des points faibles, mais justement nous défensivement, qu'est-ce qui peut nous permettre de pouvoir bien voyager du côté de Bergame, Jérémy? Tout simplement Thibaut Courtois, qui est sur une, franchement, une pente plus qu'ascendante en termes de performance. On l'a encore vu ce week-end, c'est le dernier rempart. Il fait parfaitement son travail. C'est-à-dire que là, la défense qui sera alignée contre l'Atalanta sera la même que contre celle contre Valladolid. Donc elle a énormément de faiblesses et un manque d'automatisme entre tous les joueurs. Et on a vu que c'était Courtois qui maintenait le Real dans le match. Donc je pense qu'il aura encore son rôle à jouer contre l'Atalanta, parce qu'ils vont se procurer énormément d'occasions aussi, l'Atalanta, de par leur jeu, notamment le fait de presser très haut l'adversaire, ce qui est une réelle faiblesse du côté du Real Madrid, dès qu'ils sont un peu trop pressés, ils ont du mal à sortir un peu de leur camp. Donc c'est vraiment une des faiblesses que les joueurs de l'Atalanta vont essayer d'exploiter. Donc là, c'est Courtois, il va faire ses parades. Le Real Madrid va essayer de mettre en place un rideau défensif assez compact, mais comme l'a très bien souligné Johan, c'est que Real Madrid devra exploiter l'espace laissé dans le dos des joueurs d'Atalanta Bergame, notamment quand il y a les dépassements de fonction, quand Romero monte près de la surface, parce qu'on l'a vu encore cette saison qu'il a effectué, il me semble, 4 passes décisives encore pour un défenseur central. Donc là, il faudra exploiter ces moments d'espace et être efficace, ce que n'a un peu de mal le Real Madrid cette saison, d'autant plus avec l'absence de Benzema. Donc comme l'a dit Johan, il faudra que des joueurs comme Vinicius, Marino Diaz ou Marco Asensio soient efficaces pour le peu d'occasions qu'ils auront, parce qu'on sait que la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Et là, ce match-là n'en échappera pas. Donc il va falloir être efficace, faire le dos rond quand il y aura des gros temps forts de l'Atalanta, et ne pas non plus sombrer. On sait aussi que le Real, dès qu'ils encaissent un but, mais ils ont tendance à sombrer, à faire un peu des boulettes, et notamment, même quand ils sont pressés, on l'a encore vu ce week-end avec Ferland Mendy, notamment son centre dans la surface, dans sa propre surface. Donc voilà, il va falloir faire le dos rond, exploiter les faiblesses défensives et les dépassements de fonction des différents joueurs de l'Atalanta pour espérer tirer un bon résultat là-bas à Bergame. Ouais. Nicolas, moi j'avais une question à te poser par rapport justement à la tactique pour être mise en place justement par rapport au Real Madrid. Tu penses vraiment que l'Atalanta jouera sans complexe vis-à-vis du fait que le Real ne soit pas un grand Real Madrid actuellement? Tu penses que vraiment il y a possibilité de voir un Atalanta être aussi séduisant offensivement qu'à l'accoutumée? Je pense qu'il y aura tout de même un peu d'appréhension du côté des joueurs, évidemment. C'est pas un adversaire de Serie A tous les week-ends, c'est le Real Madrid. Donc je pense que ça va jouer dans la tête des joueurs. Bien sûr. Et je pense qu'ils essaieront de faire comme ils savent le faire face aux cadors de la Serie A, comme ils savent le faire face à la Juve, face à l'Inter aussi, où ils ont su développer leur jeu. Et après, forcément, il y aura un petit peu d'appréhension, et peut-être que derrière, ça va se replier comme ça l'a fait, par exemple, contre le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps, l'année dernière. Et vous savez que, bon, après moi, à titre personnel, ce dernier quart d'heure face au Paris Saint-Germain m'a fait beaucoup de peine, parce que j'étais à 2 doigts d'une extase footballistique assez importante. Moi, pour la petite histoire, j'avais déjà préparé mon tweet. Oh là là, j'étais prêt à les finir, les Parisiens. Mais non, malheureusement,
un certain Eric Choupo, je sais plus quoi là, a mis le Eric but à Maxime. Salvatore. Ouais, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est ça. justement, est passé par là. Mais en plus, c'est vrai que par rapport, on sent qu'il y a quand même une stabilité du côté de l'Atalanta depuis maintenant quelques saisons en termes d'effectifs, C'est tout de à leur joueurs. honneur. Hein. C'est tout à leur honneur. Exactement, et c'est très fort de le faire. Mais justement, Nicolas, quand tu vois par exemple ton capitaine partir au mois de janvier pour aller à Séville, euh, qu'est-ce que voilà, mais en fait voilà, dans quel contexte ça s'est fait? Parce que c'est vrai que nous, quand on a vu ça, on s'est dit mais si Papou Gomez s'en va. L'affaire va être plus simple. Alors que j'ai l'impression que même ça va être même plus complexe que prévu. Bah, déjà, Gasperini, il avait prouvé pendant le mois de décembre que l'Atalanta savait gagner sans Papou Gomez. Donc, ça l'a conforté dans ses idées aux yeux du président. Le président, il s'est dit, bon, ok, l'entraîneur, il est en train d'assurer, même sans Papou Gomez, le capitaine qui était là depuis 2014. Donc, forcément, là, à ce moment-là, tous les adversaires de l'Atalanta se disent, ok, donc il va y avoir tout de même des difficultés en moins. Vu qu'il y a Papou Gomez, le leader technique, qui a beaucoup de qualité, il s'en va. Derrière, il y a quand même beaucoup d'armes, c'est pour ça que je me suis pas fait de soucis personnellement. Il y a quand même pas mal d'attaquants derrière qui peuvent prendre sa place assez tranquillement, notamment Pessina, le jeune Italien de 23 ans qui jouait l'année dernière au Hellas Vérone, et qui évoluait dans un dispositif assez semblable à l'Hellas Vérone, vu qu'il était dans un 3-4-2-1 comme à l'Atalanta, du coup, ce qui lui a permis de s'adapter à ce système, de jouer régulièrement en Serie A, et là, il a pris la place de Papou Gomez, et franchement, il assure à ce poste aussi, donc franchement, je pense que Papou Gomez avait plus besoin de l'Atalanta que l'inverse, en fait. Après, ça reste mon avis, mais là, il a la trentaine passée. Peut-être qu'il n'aurait pas dû quitter l'Atalanta pour lui. J'espère qu'il va rebondir assez vite tout de même. Mais pour moi, l'après-Gomez a plutôt été réussi du côté de l'Atalanta. Ah non, clairement. Ça, et là, justement, là, je pense qu'il y a, je sais pas si, avant que je parle à Jérémy pour parler peut-être de nous, le Real Madrid et de notre Liga, j'avais aussi une autre question. Qui concerne un joueur que je pense que beaucoup apprécient et qui a explosé à la face de tous la saison dernière, c'était Ilicic. Ilicic justement qui maintenant revient donc d'ennuis personnels. Un joueur comme Ilicic maintenant, on a vu une Atalanta qui peut jouer sans lui, qui a dû faire sans lui. Est-ce qu'il a toujours cette mainmise, encore cette importance qu'il avait justement les saisons précédentes dans cette saison? Pour moi, la saison précédente d'Ilicic, pour moi, c'est la meilleure de sa carrière, tout simplement. Ouais. À la fois au niveau statistique, mais aussi au niveau de ce qu'il a fait pendant la saison, notamment contre le Torino où il marque du milieu de terrain sans même trop réfléchir, ce qui a été incroyable. Et il a aussi mis un quadruplé face à Valence, donc c'est vraiment une de ses meilleures saisons, si ce n'est sa meilleure saison. Donc cette saison, il a un peu moins d'importance dans le dispositif vu que Gasperini a fait sans lui jusqu'au mois de novembre à peu près. Et pour retrouver le vrai Ilicic avec son meilleur niveau, il a fallu attendre décembre et notamment le match face à la Roma où il fait un excellent match pour retrouver le vrai Ilicic. Mais après, il manque un peu de constance cette saison. Il a tendance parfois à être totalement absent lors d'un match, ce qui lui arrivait aussi par le passé. Mais je pense qu'il a toujours ce talent en lui et que malgré ce qu'il a traversé cet été, je pense qu'il peut retrouver son vrai niveau très vite et j'espère personnellement dès cette semaine. Ah, en tout cas, nous on n'espère pas. On va te dire la vérité. Non, mais voilà, non, surtout là, je vais demander, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer par Jérémy par rapport au pronostic. On va dire au pronostic là sur ce match. Moi, je sais que là, Jérémy, t'as dit match nul. Est-ce que c'est un match nul avec des buts ou pas de but?
il y aura forcément des buts compte tenu de l'adversaire qui aura en face. Après, du côté de Real Madrid, on espère qu'ils vont marquer, qu'ils vont être efficaces. Moi, je vois bien un match nul, 2 buts partout. Voilà. Ça permettrait. Ouais. Et qui marque 2 buts. Par contre, les 2 buts du Real Madrid, je ne sais pas. Peut-être compte tenu de ce qui a été affiché dans les derniers matchs, peut-être encore un but de Casemiro ou Mariano Diaz qui essaiera de marquer pas hors jeu cette fois-ci, contrairement à ce week-end. Oui. Donc un petit match nul de 2, ça ferait 2 buts à l'extérieur, un petit résultat nul qui arrangerait un peu le Real Madrid en vue du match retour. Mais après, on sait que notamment ces dernières années, rien n'est gagné, notamment quand on a un résultat à peu près avantageux à l'extérieur. Certaines équipes s'en sont rendues compte, notamment du côté de la Catalogne. Donc voilà. C'est clair. Donc voilà, c'est un petit 2-2. Moi, je sais pas ce qu'en pense Johan ni Nicolas. Moi, je pense que Nicolas, ce résultat-là ne satisfera pas trop, mais... Ouais, mais t'en penses quoi, Nicolas, toi, par exemple? Je pense qu'un résultat nul, ce serait pas forcément un mauvais résultat, mais vu les circonstances, je pense qu'une victoire, quand même, c'est à prendre sur ce match-là. Même, je pense que l'Atalanta gagnera, mais vraiment de très peu, 2 buts maximum d'écart. Mais je pense pas que le Real se prendra une correction comme certains l'attendent. Je pense que il y aura soit 2-1, 3-1, quelque chose comme ça, un score comme ça en faveur de l'Atalanta, je pense. Donc avec un Real qui marque, mais un Atalanta qui gagne de justesse. Ouais, mais en plus là, quand je regarde les cotes, il y a des cotes qui sont intéressantes. Hein. Par exemple, 3-1, la cote elle est à 14, 2-1, 7,80, et le 2-2 aussi pour Jérémy, il est à 9,60. Hein. Donc ça peut être assez intéressant. Donc si vous voulez parier un petit peu et pour préparer les vacances de Pâques, puisque là on est rentré dans la période dans la période après Mardi Gras, donc de décembre, ça peut être intéressant. Johan, ton pronostic, toi, sur cette rencontre? Victoire de l'Atalanta, 2-1. 2-1. Toi, tu nous vois perdre. De toute façon, il y a un truc à chaque fois qu'il faut comprendre. À chaque fois, comme tu le dis, Jérémy, à chaque fois, Nicolas, il faut que tu saches, Johan est le seul qui parie contre le Real Madrid. Et en plus, ça marche pas. Tu vois. C'est pour ne pas être déçu. À la fin, voilà. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu vois ton équipe gagner. C'est ça, en fait, c'est un cas de conscience personnelle. Je préfère me dire que le Real. Non, mais honnêtement, moi j'aimerais que le Real perde 2-1 pour qu'au match retour, on fasse un match retour de folie et qu'on se qualifie justement en étant très très bon en fait. Et ça, je pense que ça enverra un message aussi à l'ensemble du football européen. Si par exemple il y a une défaite 2-1 et que au match retour il y a une grosse victoire ou vraiment une victoire autoritaire à ce niveau-là. Et je pense que ça, ce serait de bon augure pour la suite de la saison. D'autant plus qu'entre-temps, on jouera contre l'Atlético Madrid, etc. Donc, ça peut être intéressant, je pense. On pourra y voir clair, mais voilà, d'abord, il y a un match aller, et après, il y aura tous ces matchs-là qui vont arriver avant le match retour. Parce que là, c'est vrai que si on se projette trop, ça peut nous jouer des tours, mais voilà, donc, l'Atalanta perdant pour Johan. Non. Donc, enfin, l'Atalanta gagnant pour Johan, pardon, excusez-moi. Oui. Et le Real perdant, oui. Comme d'habitude, voilà, donc l'esprit aigri de Johan qui revient pour la Champions League. Esprit aigridista. Aigridista, exactement. Et personne ne me demande mon avis, mais c'est incroyable. Hein. Ah, franchement. On n'a pas besoin de te demander ton avis, c'est la démocratie. Si tu veux donner ton avis, tu le donnes, c'est tout. Ah, je le donne, effectivement. Mais allez, dis-nous. Moi, je donne la parole. Demandez-moi mon avis. Non, franchement, dans cette rencontre, allez, moi, je me dis, allez, franchement, un partout, ce serait bien quand même. Un partout. Non. Si. Un partout. Et franchement, je me dis que comme un symbole, j'ai envie que Nacho marque contre l'Atalanta. Un but, voilà. Mais Ramos n'est pas là. Le but qui va nous délivrer, on va être mené. Moi, je le sens comme ça. On va être mené. Ça va être difficile. On va peut-être plier. On va pas rompre. Et je sais pas, en seconde période, un but de Nacho, un but partout, on rentre à la maison avec le match nul, et ce but qui compte, et pourquoi pas, voilà, justement, donc se mettre en bonne position pour le match retour. Franchement, ça c'est le scénario idéal. Après, franchement, un partout à l'extérieur, là,
et qu'on reçoive, honnêtement, je suis pas très 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 serein par rapport à ça. Ah oui, c'est clair. Mais après, comme on est dans des stades qui sont à huis clos, il n'y a plus forcément donc cette Ouais, c'est vrai. importance-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment plutôt comptable quand on regarde sur l'ensemble des deux matchs. Mais aller en Italie aujourd'hui et avoir la prétention de dire qu'on va l'emporter, non, pour moi, c'est beaucoup trop risqué. C'est trop Et gros. c'est trop gros. Après, voilà, ton résultat, il a du sens, hein, Johan, mais Ouais. je l'espère pas. Je l'espère vraiment, vraiment pas. Bon, on va voir. Hein. On va voir, effectivement. Juste un truc, voilà, justement, avant de pouvoir donc de vous libérer, de voir et de se projeter tranquillement vers le match de mercredi 21h pour la Ligue des Champions. Là, le Real est de retour dans la course au titre, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que là vous avez un début d'explication? Parce que moi, je me torture depuis ce week-end. Je Moi, je l'ai. Hein. Non, mais non, vas-y, mais dis-moi pour que j'écoute. Pourquoi le Real s'est remis dans la course au titre? Ouais. Parce que justement, le Real prend les matchs les uns après les autres et on attend juste un faux pas de l'Atlético. L'Atlético n'a pas l'habitude, à part justement dans cette année 2014 où vraiment ils arrivaient vraiment à prendre les matchs les uns après les autres, etc. Cet Atlético-là, qui est une nouvelle génération de joueurs, l'Atlético n'a pas l'habitude d'être poursuivi comme ça. Et moi, je vous dis, ils vont craquer. Ils vont craquer l'Atlético. D'autant plus que l'Atlético ne pratique pas le plus beau football du championnat espagnol. Moi, je pense qu'il y a possibilité qu'ils craquent. Je suis vraiment. En fait, je pense que c'est plus le Real qui leur donnera le titre qu'autre chose, si jamais ils gagnent le titre. Et genre, nous, on joue mieux qu'eux, c'est ça? On joue pas mieux qu'eux, mais on sait gagner les matchs, en fait. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça qui est bien, plutôt. On sait gagner le match. On sait gagner les matchs. Même les matchs où on n'est pas bon, ce qu'on a beaucoup reproché ici, on sait les gagner. On sait les gagner. Après, bon, on sait très bien que le foot, voilà, c'est pas une science exacte. On sait très bien que tout peut basculer à tout moment. Mais là, comme j'ai dit, de ce que je vois, il y a un groupe il y a une équipe qui est un petit peu plus compacte. Et je trouve que même les remplaçants se montrent vraiment un très bon visage, hein, je pense, quand ils jouent, les petits jeunes notamment. Donc honnêtement, moi, je pense que on a moins la pression que l'Atlético. La pression, on l'a pas par rapport à l'Atlético. Et je pense que l'Atlético, justement, va craquer. Je pense vraiment, en toute sincérité, je pense qu'ils vont craquer. Et justement, Jérémy, ils vont craquer. Et voilà, qu'est-ce qui explique tout ça là? Parce que c'est une Liga qui n'est pas forcément donc très relevée hein, quand on la regarde bien. Non, effectivement, c'est pas très relevé. Et puis après, comme l'a dit Johan, c'est le fait que l'Atlético a plus l'habitude d'être chasseur que d'être chassé. C'est-à-dire que là, puis il y a aussi une certaine fatigue au sein des rangs colchoneros, qui fait que là, ça commence un peu plus à coincer. Il y a certes, il y a eu certes beaucoup, ils ont fait 20 tirs ce week-end, mais après, il y a aussi ce brin de chance que peut avoir par exemple le Real Madrid dans certains matchs, quand ça commence à devenir compliqué, qui n'est plus présent aussi également au sein de l'Atlético. Et il y a une réelle, le fait qu'en fait, l'Atlético enchaînait les victoires. Quand ils ont perdu et où ils étaient tenus en échec, psychologiquement, ça leur a mis un coup et ça les a fait un peu douter. Et ce qui leur fera encore un peu plus douter, c'est la confrontation contre le Real Madrid le 7 mars. C'est-à-dire que si le Real l'emporte, ils reviennent à égalité de points avec l'Atlético, qui jouera 3 jours plus tard contre Bilbao, son match en retard. Real, il pourra réellement et clairement mettre la pression sur l'Atlético. Ils sont en fait dans la bonne position. Le Real Madrid, si jusqu'au 7 mars, Real Madrid se gère et remporte les points en jeu en Liga, ils peuvent revenir à égalité de points qu'Atlético. L'Atlético, après, psychologiquement, va être impacté pour son match contre Bilbao. Et Bilbao, c'est pas non plus une petite équipe, bien que cette saison ait un peu plus de difficultés. Mais réellement, le Real Madrid est bien en place. Il y aura certes le Barça qui a son match en retard d'ici la fin du mois. Mais compte tenu de ce qu'ils affichent ces derniers temps et eux aussi ont été touchés psychologiquement, je les estime un peu hors de course pour la suite de la conquête de la Liga, à moins qu'il y ait un renouvellement en termes de résultats et que les joueurs se réveillent. Mais à mon avis, le Barça peut être déjà écarté. Ça va se jouer réellement entre le Real et l'Atlético. Et là, c'est l'aspect psychologique et l'expérience qui va rentrer en jeu pour la fin de la saison. Franchement, à vous écouter, je me dis, mais je réécoute 3 ou 4 épisodes auparavant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? D'un coup comme ça, on revient dans un esprit de conquête. Non, c'est beau. Et ça, c'est ça en fait qui. C'est le football aussi qui demande ça. Hein. C'est le football de 2021. Rien n'est jamais figé. Oui, bien sûr.
Exactement, et c'est vrai que même si on peut avoir 7 points d'avance avec 2 ou 3 matchs en moins, et ben vous pouvez perdre votre avance. Et ça, c'est le lot de cette Liga. On aura le temps de pouvoir revenir dessus en revenant en débriefant le match de l'Atalanta ce mercredi. Et en plus, mais le Real joue contre la Sociedad lundi. Ah ouais, donc là ça nous arrange pas. Mais on va essayer de s'organiser par rapport à ça. Moi, j'aurais juste une dernière question par rapport à Nicolas. L'Atalanta qui gagne 4-2, l'Atalanta qui est bien placé dans la course pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ça vise quoi l'Atalanta cette saison? Chaque début de saison, le président dit que l'objectif premier, c'est le maintien parce que, voilà, normalement, l'Atalanta, depuis que j'ai commencé à suivre le club, l'Atalanta, ça faisait Serie A, Serie B assez souvent. Ouais, Donc, c'est vrai. franchement, l'objectif, il paraît assez con quand on voit le classement actuel de l'Atalanta depuis quelques saisons. Mais par exemple, il y a quelques saisons, l'Atalanta, ils étaient dans la deuxième moitié de tableau après 6 à 8 journées. Donc franchement, cet objectif-là, il est remis à chaque fois en début de saison, c'est le maintien à chaque fois. Donc, C'est Giroud, votre président? Exactement. Oui, exactement. Exact. Et donc, franchement, cette saison, c'est bien parti pour accrocher une place européenne ou du moins la 7e place, vu que il y a 7 équipes qui sont à plus de 40 points pour le coup. Et donc, je pense que cette saison, ce sera plutôt une course de la Champions League. Quand on écoute les joueurs qui réagissent à chaque fois après les matchs, ils disent ouais, c'est un bon résultat pour la course à la Champions League. Donc, je pense que c'est l'objectif premier. Après, le titre, je pense que l'Atalanta n'est pas faite pour le titre. Elle est faite pour disputer les compétitions européennes. Mais si l'Atalanta va en Europa League, ce sera loin d'être une déception pour le coup. Clairement, et je pense qu'après, en plus, il y a de belles équipes qui sont derrière l'Atalanta. C'est pour dire aussi quand même que c'est un adversaire dans le football actuel qui est un adversaire vraiment respectable et qu'il faut respecter justement donc dans ce sens-là. Et franchement, ça va être une confrontation qui va être assez intéressante de voir. Et moi, je savais pas que Atalanta en italien, ça voulait dire Auxerre. Donc, non, mais bon, mais c'est vrai que dans cette idée du maintien, c'est vraiment aussi donc la culture de l'unité. Et c'est peut-être ça qui fait que le club monte en gamme et qu'aujourd'hui, il y a certains présidents de clubs qui vont peut-être manger leur chapeau quand ils disent que l'Atalanta, c'est un accident de parcours. Et bon, et là, mais je pense que le match aussi de mercredi pourra montrer peut-être pourra aller dans ce sens. Mais voilà, donc je pense que là, on a fait le tour de notre actu, comme chaque semaine. Déjà, merci messieurs. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous avez été toujours aussi dithyrambique. Et en plus, moi, maintenant, en réécoutant les épisodes les uns après les autres, à des moments, je souris à un point entre Johan qui voulait la tête de Zidane et maintenant qui arrive à être mesuré grâce à l'expérience du Real, et Jérémy qui a toujours cru à la course au titre et qui y croit encore. Mais on va voir comment ça va être le mois prochain. Non, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, merci beaucoup Nicolas pour ce passage. Merci beaucoup pour cette présentation de cette équipe de l'Atalanta et de ce choc à venir en Ligue des Champions, en espérant que que ce soit la meilleure rencontre possible. Et franchement, honnêtement, pour le match, en préparation du match retour, tu es le bienvenu pour reparler de l'Atalanta. Ce sera avec plaisir, encore une fois. Impeccable, merci beaucoup. En tout cas, nous, supporters madrilènes, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Et d'ici là, bien évidemment, à la Madrid. À la Madrid.